des élections apaisées et acceptées de tous, société civile, acteurs politiques, médias et agences de communication s'engagent dans un pacte de bonne conduite. Il a été signé par les différentes entités ce lundi. Agir contre les inégalités en matière d'accès aux ressources foncières. Le balai citoyen dans les zones d'habitation spontanée de Karpala, un quartier périphérique de la capitale. Au menu des échanges, comment influencer les programmes des candidats à la présidentielle à l'orée des élections couplées. C'est l'un des impacts positifs le plus notable de la Covid-19. La balance commerciale du Burkina Faso était excédentaire au mois d'août dernier. Une balance tirée par l'exportation de l'or. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans la chronique économie de ce lundi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est un document dit de consensus qui devrait régler davantage le jeu politique et permettre surtout des élections apaisées le 22 novembre prochain. Sous la houlette du Conseil supérieur de la communication, responsables politiques, candidats à la présidentielle, acteurs de la société civile, publicitaires, tous se sont engagés à éviter des attitudes aux antipodes de la démocratie. Le pacte de bonne conduite a été signé cet après-midi même. Abdou Aziz Sari. C'est le président du MCR, Tahirou Barry, qui donne l'exemple en premier en apposant sa signature sur le document. Puis, tour à tour, les autres candidats à l'élection présidentielle de 2020 emboîtent le pas. C'est un engagement qui est ainsi pris par ses prétendants au palais de Kosiam. Ils s'engagent tous à respecter le résultat des élections et à utiliser, le cas échéant, les voies légales de recours en cas de contestation. Comme vous le savez, toute compétition électorale fait souvent appel à la passion, à l'engagement. Et c'est pourquoi il est nécessaire de rappeler à tous les acteurs politiques leur devoir de retenue, leur devoir de courtoisie dans la communication, dans la présentation de leur projet politique. Mais je crois que tout cela doit se faire dans la sincérité, dans la franchise et surtout dans la vérité. Parce que, comme vous le savez, sans vérité, il n'y a pas de grande nation. Nous souhaitons des élections libres, transparentes, inclusives, pour que ça soit apaisé. Il faut que les uns et les autres respectent leur engagement. Nous venons de signer. Nous espérons que cette fois-ci, la sonnette d'alarme sera tirée par le Conseil supérieur de la communication et que la majorité va respecter. En tout cas, pour ce qui concerne le CDP, nous allons respecter strictement. En souscrivant à ce pacte de bonne conduite, les candidats s'engagent également à interdire à leurs militants tout comportement ou tout propos susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la vie privée, à la dignité humaine et à la cohésion sociale. Nous sommes reconnus pour être un parti de paix. La DFRDA, c'est le père des partis du Burkina Faso et tout le monde sait que nous sommes un parti pacifique et pacifiste. Notre devise, c'est la paix, la liberté et la justice. Et dans la formation de nos éléments, nous leur faisons comprendre qu'il faut présenter son programme, il faut gagner par l'argument et non par la force. Et voilà. Et donc, nous avons toujours travaillé ainsi. Et ce qui se fait est venu, en réalité, nous renforcer dans ce que nous faisons. Nous sommes du parti du livre, le parti de l'éducation qui milite pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Qui dit éducation de qualité dit bon comportement, comportement exemplaire. Cela doit se traduire aussi en paroles. Et pendant cette campagne, nous nous sommes engagés à travers la signature de cet acte-là à le prouver sur le terrain, à avoir des discours, un discours apaisé, un discours rassembleur, un discours centré sur notre thème de campagne qui est l'éducation, une éducation de qualité et pas autrement. Pour les médias et les agences de communication, le pacte les engage de façon spécifique. Rester équitable vis-à-vis des candidats des partis ou listes d'indépendants en compétition. Non seulement dans la couverture des activités sur le terrain, mais aussi dans le traitement de l'actualité liée aux élections. Pour la mise en œuvre de ce pacte, vous avez confié au Conseil supérieur de la communication le rôle de veille afin de s'assurer que tous et chacun respectent ces engagements que je viens de résumer. Nous nous y attellerons tout en comptant sur la bonne volonté
et l'engagement des partis à préserver nos acquis démocratiques. Le pacte de bonne conduite est apparu au CSC depuis 2002 comme un moyen juridique supplémentaire qui consacre l'engagement sur l'honneur des acteurs politiques, médiatiques et de la société civile à conformer leur conduite aux aspirations profondes de la paix et de la cohésion. Le chef du gouvernement face aux personnes vivant avec un handicap. Dans un contexte de crise sécuritaire, ces personnes vulnérables sont de plus en plus marginalisées. Comment donc les aider à faire face à ce défi? Les réflexions sont en cours à l'occasion d'un panel organisé dans le cadre de la 27e journée internationale des personnes handicapées. Une tribune qui insiste surtout sur la nécessité de leur prise en compte dans les camps de déplacés internes. Arsène Konditamdi. Un panel pour discuter des difficultés des personnes vivant avec un handicap dans un contexte de crise sécuritaire. Un moment pour mettre sur la table toutes les difficultés que rencontrent ces personnes pendant les mouvements de population et également sur les sites de déplacés internes. Une personne en situation de handicap qui arrive dans un milieu où des personnes dans un camp de déplacés, vous n'êtes pas censé remarquer l'accessibilité d'abord pour les logements, ça pose un véritable problème. Les toilettes ne sont pas adaptées. Et vraiment, il y a un problème, parce qu'on ne tient pas, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement en ce sens-là. Voilà, parce que les personnes handicapées dans ces genres de situations sont encore plus vulnérables. À la date du 22 septembre dernier, le Burkina Faso comptait plus d'1 million de déplacés, accueillis dans 257 communes du pays. Parmi eux, environ 11 700 personnes vivant avec un handicap, dont 6 698 femmes. Le panel a permis de comprendre davantage la nécessité d'une réponse plus inclusive aux besoins des personnes handicapées. Nous avons des instruments juridiques, nous avons des instruments institutionnels qui sont là pour elles, mais elles ne savent pas. Donc, on a mis ça en place et avec cette tournée, on a pu discuter. Et surtout aussi la normalisation des bâtiments administratifs pour l'accès au niveau des différents services sociaux de l'État. Donc, tout ça, les restrictions budgétaires aussi pour la réorientation, vu le contexte du Burkina, ont aussi pas permis aussi qu'on ait rapidement la normalisation de certains bâtiments. Ce panel se tient dans le cadre de la 27e journée internationale des personnes handicapées. Une journée instituée par les Nations Unies et célébrée dans le monde depuis 1992. La mise en œuvre des recommandations issues de ce panel requiert des actions fortes auxquelles le chef de l'exécutif s'est engagé à examiner avec diligence. L'inclusion, c'est aussi la prise en compte du droit au logement des populations. Et en la matière, il faut dire que la situation n'est pas reluisante. Des femmes ont même battu le bitume la semaine dernière pour exiger l'accès à la ressource foncière. Dans leur lutte, elles peuvent compter sur le balai citoyen. En collaboration avec d'autres organisations de la société civile, ils mènent une campagne dans ce sens. L'idée, c'est d'influencer les programmes politiques pour la prise en compte des inégalités liées au foncier. Majid Bakouan. Le balai citoyen face aux habitants de la zone nord lotie de Karpala, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Au menu des échanges, la question du foncier. Cette organisation de la société civile veut permettre aux habitants de cette zone d'habitation spontanée de se prononcer sur l'accès à la terre afin de pouvoir influencer les programmes des candidats à la présidentielle. Une campagne qui a commencé maintenant depuis septembre et qui a pour ambition d'influencer les programmes politiques des candidats pour la prise en compte des inégalités, notamment les inégalités liées aux ressources. Tout le monde s'accorde pour dire que l'accès à la ressource foncière est un accès difficile pour des populations, surtout les populations qui ne sont pas loties, surtout que nous sommes dans un non-loti et nous avons voulu poser le débat ici pour que les citoyens eux-mêmes se prononcent sur l'accès à la ressource foncière et sur la gestion de la ressource foncière en tant que telle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne Agir contre les inégalités, lancée depuis le mois de septembre. Une campagne soutenue par l'association Wensong Sida. La majorité des gens ici sont des résidents réels mais non attributaires et dont les bénéficiaires qui viennent pour construire, et nous aussi nous les empêchons, et pas parce qu'on ne reconnaît pas que voilà, c'est à eux qu'on a donné, mais ça n'a pas
suivi parce que tout le monde n'a pas eu, surtout ceux qui sont là. Donc nous refusons vraiment de libérer une portion de terre que nous occupons avec notre petite famille et à quelqu'un qui n'a pas dormi ici même un jour. Voilà, pour que ce dernier puisse loger et que alors que nous sommes tous des Burkinabés, c'est vraiment difficile. Donc c'est des problèmes permanents que nous vivons ici. Quelle politique foncière pour lutter efficacement contre les inégalités liées à l'accès à la terre et au droit au logement? C'est l'idée qui a guidé l'organisation de cette conférence publique. Elle est la troisième du genre après celle de Waiguya et de la mine d'or de Houndé. Dans l'actualité de ce lundi 26 octobre, il y a également la satisfaction des gérants de bornes-fontaines de la région du centre. Ils sont satisfaits de la gestion de l'opération de gratuité de l'eau dans le cadre des mesures sociales de la COVID-19. 6 mois après, tous disent avoir reçu leur rémunération à temps. Arsène Konditambi. Une assemblée générale pour faire le point des activités des 2 dernières années. Un bilan marqué par l'opération de gratuité de l'eau décidée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 4 mois après la fin de la mesure, elle est jugée satisfaisante par l'organisation des gérants de bornes-fontaines de la région du centre. Et pendant la COVID-19, l'ONEA a décidé de donner 150 francs sur le mètre cube aux gérants des bornes-fontaines. C'est un prix forfaitaire, 150 francs. En fonction du mètre cube vendu, on multiplie par 150 et puis on te perd. Très positif. Parce que tout le monde, jusqu'à nos jours, je n'ai pas reçu de plainte d'un fontainier qui dit qu'il n'a pas reçu ses sous. Il y a eu 5 factures et toutes les factures ont été rémunérées. L'Assemblée générale a été le moment de faire le bilan de l'ensemble des démarches initiées pour la défense des intérêts matériels et moraux des gérants de bornes-fontaines. Et en gérant des fontaines, on rencontre des difficultés. Quelqu'un peut avoir un problème de compteur qui est bloqué. Il faut voir comment essayer de résoudre son problème. Quelqu'un peut avoir une bonne fontaine à déplacer. Il faut voir comment résoudre ce problème. Les problèmes, il y en a multiples. Donc, avec l'ONEA, ils nous ont toujours écoutés, ils ont toujours accompagnés dans la résolution des problèmes de nos membres. À l'issue de cette rencontre, le nouveau bureau a été présenté à l'assistance. Un bureau de 18 membres dirigé par Aloïs Bonkungu. Gratuité dans le secteur de l'eau, de l'électricité, mesures d'accompagnement des entreprises. Les actions sociales de l'exécutif pour atténuer le choc lié à la COVID-19 ont un coût. Plus de 300 milliards de francs CFA. Naturellement, les finances publiques sont impactées. Les impacts ont atteint leur pic au mois d'août dernier, où la conjoncture économique au Burkina Faso a été marquée par une hausse de l'endettement, la baisse des recettes, mais surtout cet effet qui n'est pas ordinaire. La balance commerciale en août a été excédentaire, tirée par le secteur minier. Vous l'aurez compris, c'est le sujet de la chronique économie de ce lundi. Elle est signée Rémi Lambert-Nibier. La conjoncture économique liée à la pandémie de la COVID-19 est un fait. Tous les pays du monde la subissent sous différents aspects. Effondrement des entreprises, baisse des recettes, difficultés de financement de la relance, mais aussi endettement. Ce dernier aspect caractérise la conjoncture économique au Burkina. Entre fin mars et fin juin 2020, la dette publique du Burkina a haussé de 212,6 milliards de francs CFA pour se situer à 4 465,73 milliards de francs CFA au 30 juin 2020, selon un rapport produit par la Direction générale de l'économie et de la planification. La plupart des États, pas que le Burkina, se sont sentis obligés. Et tout le système financier régional ont mis en place un mécanisme pour que les États puissent emprunter de nouvelles ressources pour pouvoir gérer les urgences. C'est ce qui s'est passé. Et on est à cette troisième phase. Je crois que pour la troisième phase, le Burkina va s'endetter pour 75 milliards, je crois, sur le mois de novembre, je crois. Donc, c'est bon, s'endetter quand on a des difficultés et qu'on a la possibilité de s'endetter.
je pense que le problème le plus difficile, c'est de veiller à ce que l'endettement ne soit pas étouffant. En fin août 2020, la mobilisation des recettes était en baisse de 10,3% comparée à la même période de l'année 2019, contre une hausse des dépenses du budget de l'État estimée à 11,6%. Dans cette situation de contraction économique, les indicateurs ne sont pas que négatifs. La production olivère du Burkina en juin 2020 était en hausse de 3,5% par rapport à la même période de l'année 2019. Et l'effet notable au mois d'août 2020 est que la balance commerciale du pays est ressortie excédentaire avec en valeur 112 milliards de francs CFA d'importation contre 243 milliards de francs CFA d'exportation. On peut s'en réjouir. Maintenant, il faut rentrer dans un peu regarder qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte. L'exportation, c'est l'or. L'or qui pèse effectivement sur notre exportation. Vous savez que c'est devenu un des produits phares en termes de devises. Donc c'est l'or qui nous maintient aujourd'hui. Au niveau des importations, la baisse des importations peut être liée aussi au fait que c'est une situation de crise. On est dans une position attentiste des consommateurs. Vous voyez que jusqu'à une période récente, les terrasses des cafés n'étaient pas ouvertes, les gens ne consommaient pas. Donc, il y a des produits de consommation qui n'étaient pas demandés. Donc les commerçants aussi tiennent compte de ça. Ils ont leur stock qui ne s'épuise pas. Il n'y a pas de raison qu'on aille chercher à importer des produits de consommation qui vont encore surstocker. C'est-à-dire que si la consommation repart, si les ménages reprennent confiance, si l'économie tourne à nouveau à son rythme normal, la tendance, on va retourner à l'ancienne tendance, les importations vont... Cette tendance de balance commerciale excédentaire est d'ailleurs irrégulière. Au mois de juillet, elle était déficitaire et excédentaire un mois plus tôt. L'inflation, toujours en hausse, est la preuve que cette tendance est de nul effet positif sur la conjoncture économique qui prévaut. Au Conseil national de l'économie informelle, l'heure de la structuration a sonné. Après la mise en place des démembrements dans les 13 régions du Burkina Faso, le SNEI passe à une autre étape. Il est question aujourd'hui d'adopter un plan stratégique quinquennal pour l'épanouissement du secteur informel. Stéphanie Hien. Tous du secteur informel, ils sont venus des 13 régions du Burkina Faso. Après l'installation des bureaux régionaux dans les 13 régions, ils se sont réunis pour faire un bilan. Cette rencontre permettra d'élaborer un programme quinquennal de travail et d'assortir au même moment des manuels de procédure de mise en œuvre. On s'est réunis, toutes les régions, pour vraiment voir quel manuel de procédure on va travailler pour les 5 années à venir, puisque beaucoup de nos acteurs de l'économie informelle qui comptent actuellement plus de 92,2%, que d'ici les 5 ans, on doit travailler que beaucoup de nos acteurs vont sortir dans l'informel pour aller dans le formel. Selon le ministre de la Jeunesse, il est plus qu'impératif pour l'économie informelle d'être mieux organisée, ce qui a nécessité la mise en œuvre d'une fêtière et ses démembrements dans les provinces et les communes. Et nous pouvons compter plus de 1000 et quelques associations au sein donc, du secteur informel. Et là, lorsque, en tant que membre du gouvernement, devant aller vers eux, je ne sais pas quelle structure rencontrer. Si vous êtes en face donc, de 2000 à 3000 structures, vous rencontrez qui? Et vous allez dire quel mot? Donc c'est pourquoi nous avons travaillé. C'était aussi leur souci, leur préoccupation, c'était donc de pouvoir mettre en place une structure fêtière. Au regard de ces actions en matière de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle au profit de la jeunesse du Burkina Faso, le ministre de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat des jeunes du Burkina Faso, Salifo Thiem Touré, a été distingué meilleur manager africain de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat. Ce prix lui a été décerné par le jury de la 15e édition du Prix africain du développement PADEV à Kigali, au Rwanda.
L'expertise burkinabé s'exporte au-delà de nos frontières. Au Niger, l'Africaine des travaux publics de l'homme d'affaires Mahamadi Savadogo vient de réussir un partenariat public-privé avant même le délai contractuel. Une centaine de kilomètres de routes bitumées, un marché de 73 milliards de francs CFA exécuté grâce au concours d'un groupe bancaire burkinabé. Le reportage de notre envoyé spécial, Roméo Koïta. L'expertise des entreprises burkinabè s'exporte une fois de plus hors des frontières du pays dans le domaine des travaux publics. Au Niger, à plus de 600 km de Niamey, l'entreprise BTP, l'Africaine des travaux publics, vient de mener à terme des travaux de désenclavement de la région de Tawa dans le sud-est du pays. Plus de 107 km de routes bitumées entre les communes de Bagaroua et d'Ilela. Des travaux d'assainissement comprenant des fossés et l'aménagement de près de 27 km de bretelles. Ce projet devenu réalité est vieux de plus d'une trentaine d'années. Alors, pour l'inauguration, le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, fait lui-même le déplacement pour l'acte officiel de mise en service de l'infrastructure. Son ministre en charge de l'équipement, lui, pense déjà à l'impact socio-économique de la route pour les populations. On veut un processus de développement. Donc ces routes-là, ces genres de routes-là, ça favorise la clairvoyance au niveau des populations en tout point. Production de leurs champs, commercialisation de ce qu'ils produisent, et puis les circulations, la mobilité. Ça permet d'aller et de revenir et de comprendre d'autres aspects de la vie. Le projet est réalisé sous le type partenariat public-privé entre l'État nigérien et l'Africaine des travaux publics, société de l'homme d'affaires et président de la Chambre de commerce burkinabé, Mahamadi Savadogo Di Kadhafi. Il est satisfait d'avoir pu exécuter ce chantier à plus d'un titre. Non seulement pour avoir terminé avant les délais, mais pour avoir exécuté un projet aussi complexe. Comme vous le savez, c'est un projet en PPP. Donc une chose, c'est d'avoir le contrat, et une autre chose, c'est faire le financement, mobiliser le financement. Donc, comme ça a été souligné, grâce à la BOAD, à la Coris Bank International, que nous avons pu mobiliser le financement pour réaliser donc, la route, et cela avant, bien sûr, le délai contractuel. Ce projet a coûté un peu plus de 73 milliards de francs CFA, financé par la Banque burkinabé, Coris Bank International et la BOAD. L'infrastructure est livrée 4 mois avant le délai contractuel. Une rigueur également saluée par le principal bailleur. Nous, étant donné que nous sommes un groupe panafricain, nous sommes heureux d'accompagner des entreprises à vocation panafricaine également. Et nous sommes contents de constater aujourd'hui que c'est le Niger qui bénéficie de ces grands ouvrages et qui va faire le bonheur des populations au Niger. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise burkinabé bénéficie d'un tel marché au Niger. Un exemple de coopération sud-sud magnifié par le ministre burkinabé des infrastructures. Il était de notre devoir de venir ici à Iléa sans compter la distance et de manifester cette solidarité toute africaine entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Cet ambitieux projet entre dans le cadre de l'acte 2 du programme de la renaissance du président nigérien. Sa réalisation a créé plus de 1200 emplois directs et indirects. Il a aussi permis à l'entreprise de renforcer son matériel roulant. L'ATP qui veut conquérir le marché africain des travaux publics. Retour au Burkina Faso avec ce projet qui entend contribuer à réduire par des actions structurantes la vulnérabilité croissante des populations rurales. Le PAMED, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable, a été officiellement lancé la semaine dernière. Une initiative du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, nous dit Alexis Belemnaba. L'insécurité alimentaire touche le Burkina Faso, mais particulièrement les milieux ruraux où l'agriculture, l'élevage, l'exploitation des ressources forestières, fauniques et halieutiques occupent environ 90% de la population. La dégradation des terres de production est de l'ordre de 34% du fait des actions anthropiques et climatiques, avec une progression estimée à plus de 400 000 hectares entre 2012 et 2013.
Les régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest sont concernées par cette situation qui impose d'énormes défis à la population. Face à cette crise environnementale, le PAMED, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable, veut réduire par des actions structurantes la vulnérabilité croissante des populations dans ces régions. Plus précisément, ce projet vise d'abord à restaurer et à gérer durablement les terres, bien sûr, aux fins d'améliorer la sécurité alimentaire. Le deuxième objectif spécifique de ce projet, c'est véritablement d'accroître, si vous voulez, les produits locaux qui sont commercialisés par les producteurs des deux régions. Et enfin, il faudrait également travailler à appliquer et à la mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires qui sont liés à la gestion durable des ressources naturelles dans les régions d'intervention du projet. Élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement en appui au gouvernement burkinabé, ce projet entend également offrir de l'emploi à la population tout en consolidant la paix. Il faut se rappeler qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, à la conférence internationale de Rio de Janeiro sur la terre, il y a eu plusieurs constats qui ont été faits et qui ont demandé à ce que l'humanité entière se mobilise autour de 3 conventions. Convention cadre sur le changement climatique, convention cadre sur la biodiversité, convention cadre sur la désertification, pour amorcer ensemble les actions qui permettent d'assurer bien sûr la durabilité et aussi de prévenir certains chocs. Et aujourd'hui, les PAMED s'inscrit dans cette logique. Grâce à l'appui du PAMED dans les 2 régions de la boucle du monde et du centre-ouest, améliorer leurs conditions d'existence et de surcroît participer bien sûr à la cohésion sociale ainsi qu'à la consolidation de la paix. D'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA, ce projet d'une durée de 5 ans connaît également l'appui financier de la République de l'Inde. L'agroécologie, un tremplin pour la sécurité alimentaire et le verdissement des pays sahéliens, est le thème retenu pour l'atelier en cours. Voyons à présent cette rencontre des acteurs de la filière Sésame, des acteurs qui réfléchissent sur l'avenir de leur domaine. L'Interceb, la plateforme nationale d'échange entre les acteurs de la filière Sésame, a procédé au diagnostic organisationnel et institutionnel de la profession. Nous restons avec Alexis Belemnaba. L'Interceb, la plateforme nationale d'échange entre les acteurs de la filière Sésame du Burkina Faso, joue son rôle de veille et d'orientation. La nouvelle équipe dirigeante a procédé au diagnostic organisationnel et institutionnel de la plateforme afin de trouver des outils pour une gestion efficace de l'interprofession. Cette rencontre a donc pour objectif de partager et valider les résultats du diagnostic. Elle vise également à recueillir les propositions des participants afin d'enrichir les résultats à long terme. C'est une étude qui a été faite sur l'ensemble de la zone Interceb pour voir quels sont les points faibles qui handicapent le développement de la filière Sésame. Et c'est dans cet ordre d'idée que les partenaires qui nous accompagnent nous ont appuyés et a mené cette étude dont nous avons jugé nécessaire de venir partager le contenu de l'atelier avec les autres acteurs qui sont les acteurs qui sont autour de la filière Sésame, les producteurs, les commerçants et les transformateurs, pour voir ensemble quels sont les défis qu'il faut relever, quelles sont les insuffisances qu'il faut corriger afin de permettre vraiment un meilleur développement de la filière Sésame au Burkina Faso. Pour le directeur adjoint du projet Sésame, plusieurs axes seront abordés afin de rendre opérationnelle cette filière. Le diagnostic a été fait d'abord au niveau institutionnel. Voilà, il y a des points qui ont été relevés, il y a des points forts qui ont été sortis, mais il y a des points faibles également. Et donc, du point de vue aussi, processus même de décision au sein de l'interprofession, voilà, des éléments ont été relevés. Et donc, c'est de tout ça qu'on veut discuter. Également, l'interprofession en termes de membership, c'est-à-dire en termes de représentation au niveau des acteurs, voilà, elle doit arriver à s'imposer, être incontournable auprès de. Donc, il y a tout ce diagnostic-là qui a été apporté pour pouvoir atteindre ce résultat. Et donc, aujourd'hui, les résultats vont être présentés à l'ensemble des acteurs, directs, les acteurs au niveau méso et macro, pour voir un peu ce qu'il en est et apporter leur contribution. Donc, nous attendons de cela
une déclinaison d'un plan d'action, qu'ensemble avec les acteurs, voir quels sont les verrous que chacun pourra prendre pour pouvoir accompagner l'interprofession à mieux rendre des services à ses membres. La filière Sésame bénéficie depuis 2016 de l'appui financier de l'ONG Lutheran World Relief de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis Rouko dans le Bama. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.